Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah, je reviens sur l'abolition du sultanat ottoman par Atatürk et l'introduction en Turquie. C'est le seul pays musulman qui, dès 1924, fait le saut dans l'adoption de l'État laïque où la séparation, comme en Europe, des pouvoirs, du pouvoir de l'État et de l'autorité spirituelle et morale qu'exercent les responsables de la vie religieuse en islam, comme en chrétienté. Et ça, c'est une date importante qui va créer une réaction dans les pays musulmans contre cette décision, parce que les musulmans ont ressenti cette abolition du califat, du sultanat. Je vous rappelle que le sultanat vient de sultan, en arabe. Sultan veut dire le pouvoir contraignant par la police, par l'armée, etc., comme nous le voyons aujourd'hui. Tandis que le khalifa exerce une autorité, pas un pouvoir. Il a l'autorité de veiller à l'application, comme je l'ai dit, de la charia. Et c'est la charia qui est contraignante pour les consciences musulmanes, et ce n'est pas une loi fabriquée par les hommes. C'est ainsi que les choses sont vécues jusqu'à présent. Or, cette situation crée des tensions entre les partisans de la solution européenne des États-nations laïques et le modèle que réclame une forte opinion aujourd'hui dans les pays musulmans, à savoir revenir au modèle musulman des débuts de l'islam et créer par conséquent un État entièrement musulman qui d'ailleurs n'est pas suffisamment clair, parce que est-ce que cet État ressemble au califat sunnite, ou bien est-ce qu'il ressemble à l'imama chiite, ou bien est-ce que c'est une mixture du califat, du sultanat, des émirats que nous avons connus et saupoudré d'un peu de modernité. Ça n'est pas clair du tout. Et cette question, ça prouve que cette question n'est pas encore suffisamment étudiée par les juristes, et même si il y a des ouvrages qui ont étudié cette question, ces ouvrages-là ne sont pas enseignés de façon claire. Déjà, normalement, au niveau des lycées, parce que ça fait partie de l'histoire des sociétés musulmanes, on devrait commencer à expliquer, comme je suis en train de le faire, sans opter, dire qu'il faut être laïque ou il faut être religieux et continuer à appliquer la charia. Je ne dis pas cela, parce que ça n'est pas le rôle de l'historien de trancher une question qui engage les consciences de tous les hommes. Il faut bien distinguer la conscience du citoyen dans un État moderne et la conscience du citoyen croyant qui continue de vouloir vivre dans un régime où la charia, la loi divine musulmane, est appliquée à tout le monde. Et on sent très bien que tout le monde ressent beaucoup de difficultés dans l'affrontement que nous constatons à l'intérieur de toutes les sociétés musulmanes. Et cet affrontement, on n'arrive pas à le clarifier pour apporter des solutions pacifiques au lieu de rester dans des affrontements de violence allant jusqu'à des guerres civiles pour pouvoir imposer un point de vue contre un autre point de vue. C'est pour cela qu'il est souhaitable que la question du droit, pas seulement du droit privé, du droit civil, du droit commun, de tout ce qui se passe en société dans les rapports entre les membres de la société, mais surtout ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Les pays musulmans ont des constitutions, mais dans ces constitutions, chez la plupart d'entre eux, excepté justement la Turquie, il est mentionné dans la constitution que l'islam est la religion officielle de l'État et pour la société. Et cela, par conséquent, ne résout pas du tout le problème de la séparation. Au contraire, il crée des difficultés, et parmi ces difficultés, il y a les conflits de loi. Il y a des cas juridiques où il y a un conflit entre les dispositions de la charia et les dispositions du droit séculier, profane, parce qu'il y a du droit séculier, profane qui fonctionne aussi dans les pays musulmans.
Et ces problèmes-là ne sont pas posés de façon historique. Il faut insister sur l'histoire de la genèse de ce que nous appelons le fiqh. Et à propos de fiqh, on ne fait pas la distinction entre le fiqh, qui est un droit positif, avec des règles énoncées dans les ouvrages de droit pour résoudre tous les cas de droit civil, par exemple, ou du droit sur l'économie, des droits modernes actuels, et ce qu'on appelle l'ahkam shar'iyya, qui sont construites par des fuqaha, c'est-à-dire des juristes, qui ont fait des études de droit et des études de théologie. Et ces juristes se sont appuyés sur des textes qu'ils ont lus et interprétés. Et ils ont lu et interprété les textes du Coran avec des connaissances de la langue arabe qui sont différentes des connaissances aujourd'hui que nous avons à travers la linguistique, qui a ajouté beaucoup d'outils d'analyse d'un texte qui n'existaient pas au Moyen-Âge. De même, il y a aussi l'intervention de l'historien des textes coraniques. Les connaissances qu'avaient les fuqaha au Moyen-Âge lointain, au temps où les méthodes modernes de l'histoire n'existaient pas, ne sont pas du tout les mêmes que celles que peuvent utiliser aujourd'hui les juristes pour renouveler la question de la responsabilité intellectuelle et scientifique dans le passage des textes fondateurs de la loi, des textes appelés révélés, et l'ahkam shar'iyya, qui sont le résultat de décisions d'hommes comme nous, qui ont étudié comme nous, et qui par conséquent peuvent, eux, se tromper, et cela nous devrait ouvrir les portes pour une réflexion moderne au sujet du passage des textes, encore une fois révélés, aux textes purement juridiques. Alors, les textes purement juridiques du droit positif, ça s'appelle le fiqh. Et les textes qui désignent la charia, qui distinguent la charia du fiqh, c'est le retour au texte coranique lui-même et aux textes des hadiths eux-mêmes, qui sont considérés par la science des usul al-fiqh comme des références premières pour tout énoncé juridique, pour toute fabrication de la norme juridique. Ça aussi, c'est un problème extrêmement actuel. Or, ce problème n'est pas encore dénoué, parce que ceux qui s'occupent de l'application de la charia, c'est un ensemble de ulama qui ont le monopole du contrôle de l'exégèse, qui ont le monopole de la fatwa. La fatwa elle-même procède comme tous les juristes fuqaha, parce qu'elle se réfère à des textes pour pouvoir donner une fatwa, c'est-à-dire un avis légal sur des questions qui se posent quotidiennement aux musulmans. Voilà des questions d'une actualité brûlante sur lesquelles, malheureusement, je ne peux pas aller au fond des problèmes et expliquer suffisamment pour que vous tous, auditeurs qui êtes concernés, surtout pendant le mois de Ramadan, vous puissiez participer activement à des débats ouverts et à des connaissances, faire circuler des connaissances par ces débats dans les sociétés, toutes les sociétés musulmanes contemporaines. À demain.